gouvernait l'Empire romain de Trajan à 410 après Jésus-Christ, sous la direction de Sylvain des Stéphènes. Deuxième partie, les idées et les images du gouvernement. Chapitre 1. Idéologie et pratique du pouvoir impérial, par Sylvain des Stéphènes. De la fin du IVe siècle date une collection de 12 éloges d'empereurs romains transmis dans un unique manuscrit découvert à la fin du Moyen Âge. Ce corpus des panégyriques latins a été sans doute constitué dans les écoles de rhétorique de Bordeaux dans le but d'offrir des modèles aux élèves se destinant à une carrière d'orateur ou soucieux de maîtriser les règles du discours d'apparat. Chronologiquement, le premier éloge est destiné à Trajan, de 98 à 117, les deux derniers à Julien, de 361 à 363, et Théodose Ier, de 379 à 395, tandis que les autres se situent vers 290 à 320, sous la tétrarchie et Constantin, de 306 à 337. Conservés dans une perspective scolaire, ces discours ont été prononcés dans un cadre public pour vanter les mérites des souverains. Ils constituent une expression formalisée de la représentation et de l'exercice de la fonction impériale par des orateurs professionnels. Ces derniers expriment le point de vue des élites qui, tout à la fois, soutiennent et sollicitent les empereurs, dont la vertu exaltée, dans les discours, constitue la source de leur légitimité et délimite leur champ d'action. Grand 1. Être empereur et gouverner de 98 à 235. Les modèles d'Auguste et de Trajan. Grand A. Les ambiguïtés du Principat. Pour comprendre les fondements du pouvoir impérial, il faut revenir à ses origines. Le dernier siècle de la République est marqué par des guerres civiles. La dernière s'achève en faveur d'Auguste, 27 avant Jésus-Christ, à 14 après Jésus-Christ, qui, pour éviter que la compétition au sein de la classe dirigeante ne déclenche un nouveau conflit, instaure un régime original. En apparence, les institutions, Sénat, magistrature, sacerdoce, Assemblée du peuple, sont maintenus, mais Auguste cumule les charges, des prérogatives et des titres qui le placent au-dessus de la classe dirigeante. Refusant le titre de roi, il possède celui de prince du Sénat, usité sous la République, qui autorise à parler le premier lors des débats. Cette notion de prince, princeps, a été utilisée par Auguste lui-même pour définir sa position, et elle a été reprise ensuite par les historiens anciens et modernes, pour qualifier le nouveau régime qui était fondé, c'est-à-dire le Principat, Principatus. Auguste, dont le nom lui-même souligne sa position supérieure, se sert également de l'acclamation, l'imperator, comme prénom, par référence au soutien porté par les troupes et comme détenteur du charisme conféré par la victoire, qui permet de le considérer comme un humain proche des dieux, un être d'exception. Le nom impérial défini par lui, Imperator Caesar Augustus, se transmet aux détenteurs du pouvoir suprême jusqu'à la fin de l'Empire. Le souci de maintenir les formes républicaines est partagé par la plupart des successeurs d'Auguste qui appartiennent à la dynastie des Julio-Claudiens, de 27 avant Jésus-Christ à 68 après Jésus-Christ, des Flaviens de 69 à 96 et des Antonins de 96 à 192. La volonté de respecter les traditions institutionnelles explique que chaque empereur, au début de son règne, recherche d'une part l'accord de l'armée et du Sénat, qui représentent respectivement le peuple en armes et le conseil des magistrats en fonction et sortie de charge, et d'autre part celui du peuple réuni en assemblée pour voter une loi accordant fonction, titre et pouvoir, en particulier un pouvoir supérieur de nature civile et militaire, sans limite géographique, l'imperium maius, et un ensemble de compétences législatives et judiciaires renouvelées chaque année, la puissance tribunicienne. Cette investiture du nouvel empereur par l'Assemblée des citoyens dans la capitale est attestée jusqu'à la fin du 1er siècle. L'entrée en fonction est ensuite limitée à une acclamation des troupes et un décret des sénateurs, même s'il s'agit d'une formalité. L'accession au pouvoir implique une procédure qui fait de l'empereur le titulaire de pouvoir conféré par décision du peuple, représenté par la garnison et le Sénat de Rome. Malgré ses larges pouvoirs, l'empereur se considère comme un magistrat désigné par le peuple romain et au service de ce dernier. Sous cette apparence républicaine, le principat dissimule sa nature monarchique et dynastique, car les empereurs veulent donner le pouvoir à un membre de leur parenté, comme l'ont noté Jérôme France et Frédéric Hurlet. La sécession impériale constitue la faiblesse congénitale du régime. Même si l'empereur prépare la classe dirigeante, la population de la capitale et l'armée à ce qu'un héritier issu de sa famille lui succède, la filiation biologique ou adoptive ne suffit pas à légitimer le futur prince. Malgré un temps de cogérance, le successeur nécessite toujours l'assentiment du Sénat, de la garnison et de la population de Rome, voire des troupes et des notables en province. Il forme ce qu'Egon Flegg a théorisé sous le terme de système d'acceptation, acceptance system.
La recherche de consensus exige l'adhésion de ces groupes indispensables à la pérennité de l'Empire et plus encore de l'empereur. Grand B, l'affirmation monarchique. La transmission du pouvoir parmi les membres d'une même famille accroît la dimension dynastique du régime, renforcée par la divination des empereurs défunts, mais ne suffit pas à conserver le pouvoir. Un exercice trop personnel de ce dernier, c'est-à-dire peu respectueux des formes républicaines, suscite l'opposition de la classe dirigeante et débouche sur des complots exprimant une opposition au prince, jugé digne de la fonction et défini comme un tyran. Ainsi, le règne plus individuel de Domitien, de 80 à 96, alterne les complots et les répressions et se termine par l'assassinat de l'empereur et son remplacement par Nerva, de 96 à 98, un vieux sénateur respecté mais sans enfant. Pour s'inscrire dans la tradition du principat, Nerva prend ses fonctions en vertu d'une loi d'investiture, la dernière votée par une assemblée de citoyens. Par la suite, une décision du Sénat, ou Senatus consulte, la remplace et des décrets d'investiture sont attestés jusqu'au début du IIIe siècle. Le rôle du Sénat est déterminant, comme le montre le cas de Nerva. Privé de légitimité dynastique, il adopte pour fils et successeur Trajan, de 98 à 117, un sénateur soutenu par d'influents collègues. Trajan, à son retour, destinataire de l'éloge composé par Pline le Jeune en 100 et transmis par les panégyriques latins, affirme exercer le pouvoir en accord avec le Sénat, qui lui confère, pour cette raison, en 114, le titre d'Optimus Princeps, le meilleur empereur. Pline le Jeune vante le respect de Trajan à l'égard du Sénat et des magistrats, ainsi que sa bienfaisance, son sens de la justice et sa modestie envers ses concitoyens. Ainsi, le discours multiplie les éloges et les conseils en conservant une perspective très méritocratique et républicaine. L'originalité des Antonins, partagée par les Julio-Claudiens, mais non les Flaviens, est de pratiquer l'adoption au sein d'une parenté sénatoriale en cas d'absence de successeur. La désignation personnelle et la transmission du pouvoir donnent un caractère dynastique et méritocratique à la succession des Antonins, puisque l'empereur régnant adopte le parent qu'il estime le plus compétent en cherchant l'assentiment de la classe dirigeante pour éviter une crise de succession. Une exception notable est constituée par Commode, de 180 à 192, fils biologique et successeur de Marc Aurèle, de 161 à 180, né dans la pourpre porphyrogénète, dont le règne, marqué par la transgression fréquente des usages, connaît une vie politique agitée et finit par un assassinat. La désignation par le Sénat d'un successeur issu de ces rangs ne règle pas la question puisque l'empereur Pertinax est assassiné au bout de 3 mois et sa mort entraîne une guerre civile de 193 à 197. La victoire de Septime Sévère de 193 à 211, comparable à celle de Vespasien en 69, établit une nouvelle dynastie qui se réclame des Antonins et demeure en place jusqu'en 235. Malgré l'exercice plus monarchique du pouvoir et le soutien de grands juristes qui font de l'empereur une loi vivante, les Sévères souffrent du manque de soutien de la classe dirigeante qu'ils compensent par l'appui de l'armée. Il en résulte une certaine instabilité. Alors que seul le dernier des Antonins est assassiné, seul le premier des Sévères décède de mort naturelle, jugé trop indépendant et caricaturé en tyran. Caracalla, 211 à 217, et Élagabal, de 218 à 222, sont victimes de complots. Tandis que Sévère Alexandre, de 222 à 235, trop soucieux d'acheter la paix extérieure, est assassiné par des officiers lors d'une expédition sur le Rhin. Grand II, être empereur et gouverner de 235 à 306, le défi de se maintenir au pouvoir. Grand A, la tourmente des successions. Après les Sévères, la nature dynastique du pouvoir est fragilisée par une dégradation inédite de la situation de l'Empire, victime de multiples invasions. Le renouveau des périls extérieurs s'exprime non seulement sur le Rhin et sur le Danube, mais encore aux frontières orientales, où l'Empire perse vient rivaliser de plus en plus ouvertement avec les Romains. Ainsi, 25 empereurs se succèdent entre 235 et 284, et la plupart meurent assassinés quand ils ne périssent pas sur le champ de bataille ou d'une épidémie. Cette instabilité résulte en grande partie des invasions. Celle-ci révèle les faiblesses d'un système défensif aligné sur les frontières et incapable de repousser des attaques simultanées qui touchent en profondeur les provinces. Dans ce contexte, l'empereur est surexposé, car il doit faire preuve de ses qualités de commandement tout autant que de sa bravoure à la tête des troupes. Cette militarisation de la fonction impériale, sans précédent depuis le début du Principat, donne à l'état-major un rôle décisif dans la désignation et le maintien de l'empereur, même si ce dernier sollicite l'investiture du Sénat pour obtenir une pleine légitimité juridique.
Le poids des traditions reste fort, et nombre d'empereurs se proclament défenseurs ou restaurateurs des institutions. Ils associent à leur pouvoir un ou plusieurs fils, comme Dès de 249 à 251 ou Carus de 282 à 283, voire des petits-fils avec Valérien de 253 à 260, pour réintroduire le principe dynastique et transmettre le pouvoir à leur descendance. Les discours officiels tentent de compenser la dureté des temps en accentuant la sacralité de l'empereur, comme l'a bien souligné Anne Gangloff. De même, les anniversaires d'avènement sont célébrés avec insistance, voire anticipation, pour conforter l'espoir d'un retour à la stabilité. Dès Gordien III, de 238 à 244, plus encore avec Aurélien, de 270 à 275, et Probus, de 276 à 282, la titulature des empereurs proclame le caractère perpétuel ou éternel de leur autorité, face à l'instabilité des événements et à la précarité de leur position. Si le Sénat apporte une caution légale et conservatrice aux souverains, la gravité des événements les place dans la dépendance de l'armée et de la garnison de Rome, qu'ils veulent se concilier par des gratifications. Une réponse inefficace à une invasion, l'incapacité de protéger ses sujets, et à plus forte raison une défaite personnelle, sape l'autorité de l'empereur, privé du charisme de la victoire et de la protection des dieux, et encourage des révoltes parmi les officiers supérieurs en charge de défendre les frontières, voire parmi les notables locaux. La capture de Valérien par les Perses en 260 suscite 3 usurpations simultanées en Gaule, sur le Danube et en Syrie. Fort rare au IIe siècle et toujours présente au IVe siècle, l'usurpation constitue un phénomène encore plus marquant au IIIe siècle, étudié en particulier lors d'un colloque publié par François Pachoud et Joachim Zida, ce dernier ayant récemment coédité les actes d'un second colloque sur ce thème. Il s'agit d'une tentative illégale de prise de pouvoir par un compétiteur considéré comme un tyran face à un empereur jugé légitime. Le terme d'usurpateur exprime souvent un jugement a posteriori pour condamner la mémoire d'un opposant dont la révolte s'est soldée par un échec. Si l'action débouche sur un succès, alors son protagoniste reçoit le statut d'empereur, tandis que son prédécesseur, exécuté, devient un tyran. Le coup d'État est légitime, et légitimé s'il réussit, dans la mesure où les empereurs ne parviennent pas à fonder de dynastie et ont pris le pouvoir par la force. Ils revendiquent une légitimité basée sur des mérites et un charisme personnel qui s'effondre en cas de revers militaire. Grand B, l'expérience de la tétrarchie. Durant le Haut Empire, le pouvoir suprême a parfois été exercé par plusieurs souverains, comme l'illustre le règne de Marc Aurèle de 161 à 180 avec son père adoptif Lucius Verus de 161 à 169, ou celui de Septime Sévère de 193 à 211 avec son fils aîné Caracalla, élevé au rang d'Auguste en 198, tandis que son fils cadet, Geta, reçoit le titre inférieur de César avant d'être promu Auguste en 209. Cette association se répète au IIIe siècle, pour établir une légitimité dynastique et dédoubler la présence impériale afin de mieux répondre aux urgences militaires en différents points de l'Empire, car l'absence du prince en un secteur menacé d'invasion provoque souvent une usurpation. Le pouvoir a de nouveau été brièvement exercé par 3 empereurs en 238, Pupien, Baldin et Gordien III en 250-251, Dès, Herennius Etruscus, Hostilien, en 260 par Valérien, Galien, Salonin, et en 283 par Carus, Carin et Numérien. Ces expériences prouvent qu'il est possible de répartir la charge impériale entre plusieurs individus, agissant de manière concertée et hiérarchisée, puisque les cas invoqués ont fonctionné avec une répartition inégale des compétences. L'avènement de Dioclétien de 284 à 305 répète un scénario connu. Depuis un quart de siècle, le nouvel empereur est un officier issu de l'ordre équestre qui prend le pouvoir avec l'armée après la mort de son prédécesseur. Conscient de l'impossibilité de parcourir l'empire pour repousser des invasions simultanées, Dioclétien, dépourvu de descendance masculine, s'associe Maximien de 286 à 305, un officier issu de son milieu, et lui confère le titre de César en 285, puis d'Auguste en 286, le faisant co-empereur et frère. Soucieux de pérenniser cette diarchie, qui lui accorde la prééminence, Dioclétien prend l'année suivante le surnom de Jovien et attribue celui d'Herculien à Maximien, pour affirmer la dimension sacrée de leur pouvoir associé à Jupiter et Hercule. La référence au Père des dieux et à son Fils demi-dieu exprime aussi la hiérarchie qui s'établit entre les tâches des souverains, l'un comme dirigeant, l'autre comme valeureux exécutant.
Lors de son anniversaire en 289, Maximien est évidemment comparé à Hercule, panégyrique latin, grand 2, 2, 10 et 13 pour la source. La persistance des difficultés incite Dioclétien à organiser en 293 un nouveau partage du pouvoir, en 4 cette fois, appelé tétrarchie depuis la fin du XIXe siècle. Constance Chlore et Galère, deux officiers originaires des Balkans, sont élevés au rang de César. Chacun est associé à un Auguste et à sa divinité tutélaire, dans une position de subordination et lié par une alliance matrimoniale, Constance Chlore épousant la belle-fille de Maximien et Galère, la fille de Dioclétien. L'Empire reste uni, sans zone d'action délimitée, et les souverains agissent de conserve et exercent le commandement et le consulat, en figurant sur les lois et les monnaies. En revanche, le nom d'imperator, la fonction du grand pontife, les pouvoirs conférés par l'imperium maius et la puissance tribunicienne, ainsi que le titre du père de la patrie sont détenus seulement par les deux Augustes. Efficace en démultipliant ses activités d'intervention, le nouveau régime repose sur une conception théorique du pouvoir, affirmant l'ascendance divine des Augustes et leur capacité à transmettre leur nature divine aux Césars, avec lesquels ils forment un collège impérial basé sur un recrutement méritocratique et non lignagé. Jean-Michel Carrier a attiré l'attention sur une borne routière près de Dyrrhachium, localisation d'Urès en Albanie, qualifiant Dioclétien et Maximin de dieu de naissance et créateur de dieux, Inscriptiones Latinae Selectae, en 629. L'idée d'un pouvoir reçu de Jupiter, mentionnée dans l'éloge de Trajan par Pline le Jeune, panégyrique latin, grand 1-1, apparaissait déjà sur les monnaies de Galien, de 260 à 268, puis de Carus, 282 à 283, avec ses fils, mais elle se systématise durant la tétrarchie. Uni par sa filiation divine et sa nature surhumaine, entouré d'un cérémonial qui sacralise ses membres et ses actes, omniprésent, omnipotent et omniscient selon les discours officiels, empreint de traditionnalisme moral et religieux, au point de persécuter manichéens et chrétiens, le collège impérial se renouvelle en 305 à l'initiative de Dioclétien. Les anciens Augustes abdiquent. Un événement exceptionnel, les anciens Césars deviennent Augustes et reçoivent de nouveaux Césars. Malgré Dioclétien, son régime se dérègle peu après son départ, par manque de concorde entre ses membres. Grand 3, être empereur et gouverner, de 306 à 410. Adapter le mode de gouvernement. Grand A, le retour au principe dynastique. Alors que la tétrarchie repose sur une conception théocratico-méritocratique du pouvoir, deux de ses membres, l'un en exercice et l'autre en retraite, privilégient leur descendance en la personne de Constantin, 306-337, fils de Constance Chlore, et de Maxence, 306-312, fils de Maximien. Le système tétrarchique contraint Constantin et Maxence à usurper le pouvoir pour sauver leur vie. La mort de Constance Chlore en 306 permet à Constantin de contrôler son armée et les provinces occidentales. Son autorité repose sur l'hérédité, source traditionnelle de légitimité. Dans un discours prononcé en 310, l'orateur fait de Constantin le descendant de l'empereur Claude II, de 268 à 270, dont les victoires lui ont valu le surnom de Gothique, panégyrique, latin, grand 7, 2 pour la source. Le droit de Constantin d'exercer le pouvoir est justifié par son appartenance à une famille régnante qui a prouvé sa valeur. L'orateur considère que l'avènement de Constantin a été approuvé par ses troupes, voulu par les dieux et annoncé par Apollon. Ibib 7, 8 et 21 pour les sources. Constantin conquiert entre 312 et 324 le reste de l'Empire et rétablit le règne d'un seul. Si le système tétrarchique disparaît, il marque le pouvoir par son cérémonialissime et son interventionnisme. Constantin organise le gouvernement du monde romain à l'aide de 5 fils et neveux, dotés du titre de César, mais placés sous une relation de subordination à Constantin, qui seul prend les décisions. Fondé sur le principe dynastique, mais non de primogéniture, principe qui n'existe pas vraiment à Rome, sa succession est réglée en 337 par l'élimination d'une dizaine de descendants au profit de 3 fils, qui se répartissent l'Empire, sans qu'aucun n'exerce d'autorité sur les autres. Après leurs morts successives, sans fils, le pouvoir passe à leur cousin Julien, de 361 à 363, dernier représentant de la dynastie constantinienne. La disparition des Constantiniens place l'état-major et le gouvernement en position de désigner, pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, le nouvel empereur. D'abord en 363, l'éphémère Jovien, puis en 364 Valentinien Ier, qui régna jusqu'en 375. Ce sont 2 officiers de la garde impériale, indice du poids de l'armée dans la succession et la légitimation des empereurs, tandis que les sénats de Rome et de Constantinople, ce dernier créé vers 351,
confirme ses choix. Le soutien des sénateurs, qui forment un groupe de magistrats, d'officiers supérieurs et de dignitaires de la cour, en fonction ou en retraite, reste nécessaire à la légitimation du pouvoir, en particulier aux yeux des élites civiles. Les échanges de lettres, de discours et d'émissaires sont ainsi constants entre empereur et sénat. Un mois après son avènement, Valentinien Ier désigne comme Auguste son frère, Valence, de 364 à 378. L'Empire demeure uni, mais chaque frère a un domaine réservé avec l'Occident pour Valentinien Ier et l'Orient pour Valence. Dès 367, soucieux d'ancrer sa dynastie, Valentinien Ier nomme Auguste son fils Gratien, âgé de 8 ans, marié en 374 à une petite fille de Constantin, pour accroître sa légitimité. La volonté de se rattacher à une précédente dynastie se manifeste après la mort de Valence, avec la désignation par Gratien de Théodose Ier, de 379 à 395, comme souverain de la moitié orientale. Ce dernier épouse une fille de Valentinien Ier. La fusion des deux familles crée la dynastie valentiniano-théodosienne de 379 à 455, qui, par une série de mariages internes, renforce sa légitimité à chaque génération. Au IVe siècle surgissent encore des usurpateurs, comme Magnence de 350 à 353, Maxime de 383 à 388 et Eugène de 392 à 394, qui échouent en raison de la force du sentiment dynastique, la plupart des troupes romaines manifestant un attachement particulier à la famille régnante. Grand B, qualités civiles et vertus chrétiennes. Après la mort de Théodose Ier, en 395, lui succèdent ses fils Arcadius de 395 à 408 en Orient et Honorius de 395 à 423 en Occident, âgés de 17 et 10 ans. Leur maintien au pouvoir démontre la force des liens du sang. Le principe dynastique finit par l'emporter sur la conception méritocratique du pouvoir, comme le révèlent certains panégyriques. Chaque souverain est servi par un entourage civil et militaire choisi par Théodose Ier et fidèle à sa famille. Néanmoins, une évolution dans la pratique du pouvoir se manifeste dans les deux moitiés de l'Empire qui partagent le même patrimoine juridique, les mêmes traditions administratives, et ne cessent d'échanger courriers et présents, législations et princesses. Loin d'être divisé, l'Empire semble dupliqué, et la transformation parallèle de la fonction impériale dans chacune de ses moitiés révèle bien son caractère unitaire. La première originalité réside dans le raccourcissement des voyages officiels qui se limite aux régions voisines de Constantinople et de Ravenne. L'autre évolution importante est l'abandon après Théodose Ier du commandement des troupes désormais exercées par la délégation, comme pour nombre d'empereurs depuis les Julio-Claudiens jusqu'aux Sévères. Centré sur sa capitale, l'empereur communique avec les élites provinciales par l'administration. Les correspondances officielles, les ambassades des cités, les festivités célébrées en son honneur et pour sa famille, l'envoi d'images à son effigie, l'érection de statues, quitte à retailler celles de prédécesseurs. Représentés parfois en magistrats, et surtout en militaires, les empereurs célèbrent des victoires remportées par d'autres. En effet, le commandement est exercé par des généraux, parfois d'origine barbare, comme Stylicon, qui exerce un pouvoir croissant en Occident, mais sans être capable de remettre en cause le principe dynastique, expliquant le maintien au pouvoir des Valentiniano-théodosiens jusqu'au milieu du Ve siècle. La sédentarisation et le retrait du champ de bataille des empereurs accentuent la place des qualités civiles et morales que leur attribuent les orateurs sous la forme d'éloges et de recommandations. Libanius et Thémistus au IVe siècle, Synesius et Claudien au début du siècle suivant vantent la justice, le courage, la tempérance, la bonté et surtout la sagesse dont les souverains font preuve envers leurs sujets. Autre conséquence, la stabilité du pouvoir dépend du consensus de différents groupes. La garde du palais remplace l'armée. Le Sénat est incarné par les dignitaires du palais. La population civique se résume aux habitants des capitales réunis dans l'hippodrome, tandis que le clergé, ou plutôt l'épiscopat, étend son influence au rythme de la christianisation. En Occident, l'équilibre est plus instable et difficile à contrôler par l'empereur, qui réside à Ravenne, alors que l'évêque le plus influent et le Sénat sont à Rome. La nouvelle religion interdit en outre de revendiquer une filiation divine, comme autrefois les tétrarches, et la fidélité aux préceptes chrétiens devient une composante de la légitimité des empereurs qui prétendent détenir leur pouvoir de Dieu, en plus de leur filiation ancestrale. À partir du tournant des IVe et Ve siècles, la piété des empereurs se fait démonstrative et personnelle, ou familiale sous la forme de pratiques dévotionnelles comme la collecte et la vénération des reliques.
la fondation ou l'embellissement de sanctuaires, les processions religieuses, voire les actes d'humilité et de pénitence accomplis sous les yeux et en compagnie du clergé et du peuple de Constantinople et de Ravenne devenus chrétiens. Si le christianisme devient dominant dans la communication du pouvoir avec les populations des capitales, la représentation de l'empereur reste fidèle à l'héritage romain, qui légitime le prince en lui conférant la mission d'être le bienfaiteur, le législateur et le triomphateur universel. Conclusion. Parce que la République romaine associe des pouvoirs sans véritable constitution écrite, elle a permis l'émergence du principat, qui conserve les institutions en confiant leur direction à un seul. Cette ambiguïté oblige le prince à respecter les formes, même s'il détient la réalité du pouvoir, en obtenant le consensus des groupes indispensables à la stabilité de l'empire. Seul ou avec des collègues, il tire sa légitimité de son appartenance à une lignée de dirigeants et de l'adhésion des élites. La tension entre succession dynastique et désignation méritocratique que les panégyristes tentent de réduire est exacerbée par les difficultés du IIIe siècle et le risque de renversement en cas de défaite. La personnalisation et la militarisation du pouvoir provoquent son partage et son renforcement avec le système tétrarchique, puis son affirmation monarchique à partir de Constantin. Le retrait de l'empereur du champ de bataille à l'extrême fin du IVe siècle et son repli sur la capitale sont masqués par la représentation officielle d'un souverain toujours victorieux, mais obligé de dépendre de groupes restreints. S'il demeure la source de la loi et si son effigie martiale apparaît partout, l'empereur se transforme en une pieuse figure cérémonielle et symbolique. Il devient la clé de voûte d'un système de gouvernement lointain, plutôt que le détenteur d'un pouvoir réel et immédiat, surtout si ces généraux font écran avec les élites locales et captent leur loyauté au point d'encourager l'autonomie des provinces et, à terme, la dislocation de l'Empire. Gouverner l'Empire romain de Trajan à 410 après Jésus-Christ, sous la direction de Sylvain d'Estéphène. Partie 2 du livre, chapitre 2, colonnes honorifiques et arcs monumentaux ou l'illustration du bon gouvernement de l'Empire de Trajan à Arcadius, par Caroline Blons. En 1806, Napoléon Ier, empereur des Français, ordonna la construction de 2 édifices dans Paris pour commémorer la victoire d'Austerlitz, remportée l'année précédente, et la gloire de la Grande Armée, la colonne Vendôme et l'arc de triomphe de la place de l'Étoile. Tant dans leur aspect que dans les circonstances de leur érection, ces édifices trouvent leur modèle à Rome. Les colonnes honorifiques et les arcs de triomphe y avaient pour fonction de commémorer les victoires impériales, de figurer l'éloge du bon gouvernement, permis grâce au succès militaire, de célébrer la virtus de l'empereur, qui justifie à terme sa divinisation, consécratio, comme en témoigne la base de la colonne d'Antonin le Pieux, 138 à 161. Les colonnes et les arcs de triomphe sont érigés uniquement à Rome, car ils sont indissociables des rituels du triomphe et de la consécratio qui ne peuvent avoir lieu qu'à Rome. Néanmoins, de nombreux arcs monumentaux furent érigés dans des provinces en l'honneur des empereurs, sur le modèle de ceux de Rome. Destinés en premier lieu à la commémoration des victoires militaires, colonnes et arcs monumentaux sont également associés à la mise en scène du bon gouvernement et à la diffusion de cette image dans les provinces. Grand 1. La commémoration de la victoire. Grand A. Colonne historiée à Rome. La colonne Trajane, située en arrière de la basilique Ulpienne, sur le forum de Trajan, fut inaugurée en 113, figure 1 dans le livre. Elle est construite en grands blocs de marbre et haute de presque 30 mètres, presque 40 mètres avec la base et le chapiteau. Cette hauteur donne la mesure de l'excavation qu'il a fallu réaliser dans la colline du Quirinal pour construire le forum. La base contenait l'urne cinéraire de Trajan, 98 à 117, et de son épouse Plotine. Au sommet de la colonne se trouvait une statue de bronze doré de l'empereur. Le fût de la colonne est orné de reliefs faisant le récit de la conquête de la Dacie. Ces reliefs forment une frise de 200 mètres de long, qui se déroule en 23 spirales. La frise compte 155 scènes, dont le compte s'équilibre exactement entre les 2 guerres daciques, qui couvrent les années 101-102, puis 105-106. Les 2 guerres sont séparées par une représentation de la déesse Victoire. Les reliefs décrivent les différentes phases de la guerre, schématisées en une série d'opérations successives. Traversée du Danube, construction d'un camp, allocution de l'empereur aux troupes, scène de bataille, siège, exécution de prisonniers, soumission du chef ennemi à l'empereur. Les nombreuses scènes religieuses, sacrifices, libations, rappellent que les dieux soutiennent les Romains. La figure de Trajan n'apparaît pas moins de 60 fois,
marchant avec les soldats, offrant des sacrifices, recevant et dépêchant des messagers, poursuivant la construction des ouvrages fortifiés et des ponts. Il est le chef organisateur et coordinateur de la conquête. À l'action militaire, où Trajan est représenté en conquérant, avec la cuirasse, l'Auricatus, s'oppose, avec la soumission des Daces, Trajan en civil, Togatus, entouré par d'autres Togati, soulignant son rôle de magistrat. À la suite des 2 triomphes célébrés par Trajan en 102 et 107, la Dacie devient une province. La colonne n'est donc pas seulement une glorification de l'empereur omniprésent, elle est aussi un hymne à l'armée romaine, instrument de la puissance du peuple romain grâce au soutien des dieux. La colonne trajane, innovante par sa taille et son décor, sert de modèle à la colonne aurélienne, érigée sur le champ de Mars pendant le règne de Commode, de 180 à 192, pour commémorer les campagnes de son père Marc Aurèle, 161 à 180, contre les peuples germains du Danube, qui lui avaient valu un triomphe en 176. Sa hauteur est quasiment identique à celle de la colonne trajane. Au sommet se trouvaient les statues de Marc Aurèle et de son épouse Faustine la Jeune. Sur la frise qui recouvre le fût de la colonne sont représentés les combats contre les Germains et les Sarmates. Comme sur la colonne trajane, la narration commence par le franchissement du Danube. De même, à mi-hauteur, la déesse Victoire sépare 2 séries d'épisodes. La campagne de 172-173 et celle de 174-175. Si la construction est similaire, le style des reliefs est très différent. La frise est plus haute, les personnages moins serrés, plus détachés les uns par rapport aux autres, et par rapport au fond, ce qui permet une meilleure lisibilité. On compte ainsi 116 scènes réparties sur 21 spirales. Marc Aurèle est toujours représenté dans la même position, ce qui le rend facilement reconnaissable. Les scènes 15 à 16 relatent un épisode célèbre de la campagne germanique, connu comme le miracle de la pluie. Figure 2. Dans le cours de l'année 172, un détachement, ou un corps complet, de la première légion Adutrix, isolé et encerclé par les Quades, faillit totalement disparaître à cause de la chaleur et du manque d'eau. Les Quades attendaient leur reddition, lorsqu'un orage, accompagné de fortes pluies, vient désaltérer et redonner force aux Romains, qui repoussèrent alors facilement leur ennemi. Le miracle fut attribué à l'intervention d'un mage thaumaturge égyptien, qui se trouvait alors auprès de Marc Aurèle, loin des lieux du combat. Il aurait obtenu par des enchantements l'intervention du dieu Thoth-Sou, appelé par les Romains Hermès Aérios, Dion Cassius, Histoire romaine, 71, 8, 10 pour la source. Le retentissement de cet épisode a été considérable et largement exploité. En tant que légat de la première légion Adutrix, Pertinax commandait les soldats qui avaient été sauvés. Son prestige fut très grand auprès des troupes et de tous ceux qui eurent connaissance de ce miracle, jusqu'à la fin du règne de Marc Aurèle et pendant tout le règne de Commode. Pertinax occupa de hautes fonctions et fut un proche de l'empereur. Le prestige hérité de cet épisode a sans doute compté dans le choix de Pertinax pour succéder le 1er janvier 193 à Commode, assassiné la veille. Grand B, Arc de triomphe à Rome. Les arcs de triomphe sont, depuis Auguste, de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, liés à la célébration de la victoire impériale. Ils constituent des jalons visuels importants dans l'urbanisme de Rome et perpétuent la mémoire des bons empereurs. Sous le règne de Trajan, plusieurs arcs sont érigés pour célébrer les victoires de l'empereur, en particulier sur le Capitole, à proximité du temple de Jupiter, très bon, très grand, Optimus Maximus. Ensuite, les constructions se font plus rares et acquièrent de ce fait une dimension symbolique d'autant plus forte. Des arcs de triomphe sont érigés pour Marc Aurèle à l'occasion de son triomphe de 176, pour Septime Sévère de 193-211 et ses 2 fils en 203, pour les tétrarques en 303 et enfin pour Constantin en 315, règne de 306 à 337. L'arc sévérin a été inauguré en 203, à l'occasion de la célébration conjointe du triomphe et des décennales de Septime Sévère, voire figure 3 dans le livre. 4 grands panneaux en marbre, placés au-dessus des baies latérales, représentent les campagnes parthiques de l'empereur. Le premier met en scène la campagne de 195 contre les Osroéniens, les Adiabéniens et les Arabes avec la prise de Nizib. Les 3 autres illustrent la campagne de 197-198 contre les Parthes avec la prise d'Édesse, Séleucie et Ctésiphon. Comme le suggère le texte de l'inscription, cet arc commémore les victoires parthiques, mais aussi l'établissement d'une nouvelle dynastie à la tête de l'Empire. Situé à l'angle nord-ouest du forum,
Au pied du Capitole, son emplacement a été choisi en relation avec les arcs dédiés à Auguste et à Tibère, 14 à 37. Il trouve en effet un écho à l'angle sud-ouest de la place dans l'arc dédié à Tibère et son fils adoptif Germanicus en 16 pour commémorer la victoire sur les Germains, et surtout le long du côté oriental dans les arcs augustéens placés de part et d'autre du temple de Jules César divinisé, qui commémorait l'un la victoire d'Actium et l'autre la victoire sur les Parthes. Construit près du Colisée, sur la voie triomphale, l'arc de Constantin vient parachever cet ensemble, figure 4. À la suite de sa victoire sur Maxence en 312, Constantin reçoit du Sénat un arc emblématique de ses triomphes, Arcum Triumphis Insignem, que Constantin a mérité parce qu'il a mené une guerre juste, tout comme Auguste et Septime Sévère avant lui. La formule « il a vengé l'État avec de justes armes » fait écho à la dédicace de l'arc sévérin, écho renforcé par la similitude architecturale entre les deux monuments. On observe enfin un renouveau à partir du règne des frères Valentiniens Ier, 364 à 375, et Valence 364 à 378, à Rome, en Italie et en Afrique. À Rome, les arcs font partie intégrante d'une grande entreprise de restauration de l'ancien centre de l'Empire. Un arc fut dédié aux deux empereurs par le Sénat entre 365 et 367, à l'occasion de la restauration d'un pont. Vers 380, un arc fut dédié à Gratien, de 375 à 383 pour son règne, et Valentinien II, de 375 à 392, et Théodose Ier, de 379 à 395, à l'extrémité nord-ouest du Champ de Mars. Au tout début du 5e siècle, sans doute vers 400, un arc fut érigé en l'honneur d'Honorius, 395-423, pour commémorer la victoire remportée par son généralissime Stylicon sur l'usurpateur africain Gildon en 397 à 398. Enfin, un arc fut dédié à Arcadius, 395 à 408, Honorius et Théodose II, 408-450, par le Sénat entre 402 et 408, en l'honneur des victoires remportées sur les Germains par Stylicon, soit celle de 402 sur Alaric, soit celle de 405-406 sur Radagèse. Cet arc se trouvait sans doute sur le tracé de la voie triomphale, dans le secteur occidental du Champ de Mars. Il s'agit du dernier arc connu dédié par le Sénat de Rome. On remarque la cohérence chronologique, dynastique ainsi que géographique de ces constructions, concentrées sur le Champ de Mars occidental. En ce qui concerne l'Italie, il faut mentionner le cas de Milan, où un arc honorifique fut érigé pour Gratien, qui y établit sa résidence en 381. Davantage que les colonnes honorifiques, les arcs monumentaux apparaissent donc constitutifs de l'affirmation du pouvoir impérial, ce qui explique leur grande diffusion dans les provinces. Grand C. Arcs et colonnes historiées à Constantinople. Constantinople, conçue comme une nouvelle Rome, abrite également des monuments célébrant la gloire des empereurs. Deux arcs marquaient les entrées est et ouest du forum de Constantin. L'arc oriental, le plus important, portait des statues de Constantin et de sa mère Hélène flanquée de Victoire ailée. Au centre du forum se dressait une colonne monumentale de porphyre, portant à son sommet une statue de Constantin identifiée à Sol. Inaugurée le 11 mai 330, elle commémore la fondation de Constantinople. À la suite de la célébration de son triomphe en 389, Théodose Ier fit construire un nouveau forum, Forum de Théodose ou Forum Tauri, dont la forme reprenait celle du forum de Trajan à Rome. Aux deux entrées, à est et ouest, se trouvaient des arcs honorifiques portant des statues des fils de l'empereur, Arcadius et Honorius. Au centre s'élevait une colonne historiée, haute de presque 50 mètres, couronnée d'une statue de Théodose. Les reliefs, répartis sur 13 spirales, représentaient les victoires militaires de l'empereur. Le modèle en est clairement la colonne de Trajan, dont Théodose Ier se représente comme le digne successeur. Enfin, au centre du forum qui porte son nom, fut érigée en l'honneur d'Arcadius une colonne historiée haute de 50 mètres, dont les reliefs répartis sur 13 spirales représentaient les campagnes militaires menées contre les Goths et leur chef Gainas entre 399 et 401. Le socle était également orné de reliefs illustrant le triomphe célébré conjointement par Arcadius et Honorius. Elle était inachevée à la mort d'Arcadius en 408. Grand D dans les provinces.
La multiplication des arcs monumentaux hors de Rome, dès l'époque augustéenne, conduit à s'interroger sur la nature de l'hommage rendu à l'empereur qu'ils véhiculent, tant dans leurs inscriptions que dans leurs décors sculptés. Ces arcs honorifiques dédiés dans les provinces ne sont pas à proprement parler des arcs de triomphe, mais on y remarque la permanence d'un caractère triomphal. Ils se font ainsi l'écho des cérémonies célèbres dans la capitale. Malgré l'importance de sa fonction urbanistique, l'arc ne se détache pas complètement de son lien originel avec la célébration de la victoire militaire. Il est toujours dédié à l'empereur, en tant qu'éternel triomphateur, ce qui explique pourquoi, dans la majorité des cas, les dédicaces ne mentionnent pas de raison précise pour la construction du monument. Les arcs ne célèbrent pas forcément telle ou telle victoire, mais plutôt l'état de paix et de prospérité perpétuelle qui émane de la force de l'empereur toujours victorieux. Celui-ci est alors célébré en tant que maître et dominateur des forces, de la nature et pacificateur du monde. La présence permanente de la victoire impériale est renforcée par le décor sculpté des arcs. Les statues et les reliefs, que ce soit par des allusions directes, trophées, victoires, ou indirectes, saisons, exaltent la victoire de Rome sur le monde extérieur, victoire qui contribue à la cohésion et l'unité de l'Empire. Chef de guerre, le prince est celui qui permet la paix, garantissant la prospérité et l'abondance dans l'Empire. C'est ce qui explique que les colonnes honorifiques, et encore plus les arcs monumentaux, ont également servi de support à la diffusion d'une iconographie du bon gouvernement. Grand 2. La mise en scène du bon gouvernement. Grand A. L'image du bon prince. La mise en scène du bon empereur et du bon gouvernement apparaît essentiellement sur le décor figuré des arcs. Il s'agit de mettre en image l'action bénéfique de l'empereur régnant pour l'Empire, tant dans le domaine politique que dans le domaine religieux. Le programme, figuré le plus emblématique, est sans aucun doute celui de l'arc dédié à Trajan, par le Sénat à Bénévent, en Italie du Sud, voire figure 5 dans le livre. Les grands reliefs des façades se divisent en 3 registres horizontaux comprenant chacun 2 reliefs, un sur chaque pile. Sur la façade ouest, le registre inférieur évoque à gauche la conclusion d'un traité avec les peuples germaniques, en présence de Jupiter, Feretrius, divinité tutélaire des accords diplomatiques, et à droite la visite d'un camp militaire par Trajan. Au registre médian sont représentés à gauche une scène de recrutement militaire et à droite Trajan, avec un jeune garçon et une jeune fille, en présence de Mars et de divinités féminines, scène qui fait référence à la prospérité de l'Empire et à l'instauration des alimenta, une pension publique versée aux orphelins d'Italie. Enfin, à droite du registre supérieur, au niveau de l'attique, une allégorie de la Dacie s'agenouille devant Trajan. Sur la façade est, le registre inférieur illustre l'entrée solennelle, Adventus, de Trajan à Rome en 99. Le registre médian met en scène Trajan, à gauche, avec des vétérans, ce qui est en général compris comme une allusion à la fondation des nouvelles colonies le long du Rhin et du Danube. À droite, avec 3 marchands, en présence des dieux Portunus, Hercule et Apollon à l'arrière-plan, allusion à l'attention portée par l'empereur au port d'Italie et à l'organisation de l'Annone. Enfin, le registre supérieur, au niveau de l'attique, figure Trajan entouré des consuls et de personnages divers, dont la déesse Rome, qui entre dans la capitale impériale. À gauche, l'empereur semble être attendu par un ensemble de divinités, où l'on reconnaît Jupiter, Optimus Maximus, au centre, qui semble tendre à Trajan, la foudre, emblème du pouvoir. L'intérieur du passage est décoré. Au centre de la voûte prend place un panneau carré, entouré d'une frise d'armes, figurant Trajan en tenue militaire, couronné par la victoire. La face interne des piles reçoit 2 grands panneaux rectangulaires. À gauche est représentée une scène de sacrifice, auquel Trajan participe, encadré de 12 licteurs, dont l'interprétation reste discutée. Inauguration de la Via Triana en 109, début de la campagne parthique en 113, instauration des Alimenta, on ne sait. À droite, l'empereur est représenté en compagnie d'enfants, dans une scène évoquant les Alimenta. L'ensemble du décor est compris comme une mise en image du programme politique du meilleur empereur, Optimus Princeps, courage militaire et sagesse dans l'exercice du gouvernement. Il est probable que cet arc fasse partie du même programme édilitaire financé par le butin dacique que le Forum et la colonne Trajane inaugurée en mai 113. L'entrée de la Dacie dans l'Empire, figurée sur l'attique, constitue le point d'orgue de l'action de Trajan, comme sur la colonne Trajane, et l'apogée du règne. Le décor de l'arc, dont tous les commentateurs soulignent le caractère civil ou pacifique, apparaît complémentaire de celui de la colonne.
en mettant en valeur les bienfaits de l'empereur envers l'Italie et les provinces. Comme le montre le décor de l'arc de Bénévent, à l'évocation précise du triomphe dans la guerre s'ajoute désormais la référence aux activités bienfaisantes et monumentales de l'empereur. L'exaltation du bon empereur passe également par la mise en évidence de ses liens étroits avec les divinités et les cultes traditionnels de Rome. Ces reliefs contribuent à diffuser l'idée que la pietas de l'empereur est la garante de l'ordre dans le monde romain. Cette thématique religieuse est à nouveau particulièrement présente et importante dans les reliefs de l'époque tétrarchique, Arc de Thessalonique et Arcus Novus à Rome. Le contexte politique est très différent de celui du règne de Trajan, mais on constate que, dans ces deux périodes charnières, l'arc est utilisé pour véhiculer un message similaire. Il est nécessaire de réaffirmer la pietas de l'empereur pour assurer la puissance et la stabilité de l'Empire. L'Arcus Novus, construit à Rome sur la Via Flaminia, sans doute à l'occasion du triomphe et des Vicenalia, début des 20 ans de règne de Dioclétien en 303, présentait un décor composé pour partie de reliefs réemployés datant du règne de Claude, de 41 à 54. Le choix de ces reliefs apparaît comme le résultat d'une réflexion délibérée. Cet arc doit exprimer la pietas des empereurs et leur lien avec Rome. Les reliefs d'époque claudienne montrent en effet tous des scènes de sacrifice dont l'arrière-plan révèle des temples facilement identifiables. Les temples de Cybèle et de Victoire sur le Palatin et le temple de Mars, vengeur du Forum d'Auguste. Cela semble vouloir dire que, dans le choix des reliefs de remploi, la relation à la ville de Rome a dû être expressément recherchée. Ces scènes illustrent le lien unissant l'empereur sacrifiant la ville de Rome et le Sénat. À l'époque de la tétrarchie, une telle scène relève de la fiction, car les tétrarques ne furent présents que très rarement à Rome. Ces reliefs ne montrent donc pas la relation entre les empereurs, le Sénat et Rome, telle qu'elle était, mais telle qu'elle aurait dû être. Dans le contexte de la présence exceptionnelle des empereurs à Rome en 303, ce décor illustre la définition du bon empereur, respectueux des rites ancestraux et de la pietas romaine, et étroitement lié à la ville et au Sénat. Seuls les liens privilégiés de l'empereur avec les dieux traditionnels de Rome pouvaient maintenir la paix des dieux, indispensable soutien des victoires militaires dont les tétrarques avaient besoin pour refonder un empire puissant. Grand B, la célébration des anniversaires de règne. La célébration des Vicenalia de Dioclétien en présence des membres du collège tétrarchique constitue un cas exemplaire de l'utilisation des arcs par le pouvoir impérial. Le système complexe de la tétrarchie nécessite en effet un discours structuré et intensément diffusé afin de faire connaître cette conception nouvelle d'un pouvoir impérial, collégial et hiérarchique. Pour l'année 303, on dispose d'un dossier épigraphique important, provenant de nombreuses provinces de l'Empire, et où l'on retrouve le même formulaire. Il s'agit de dédicaces et de monuments réalisés par les cités à l'occasion des Vicenalia. Une telle homogénéité suppose que l'initiative est venue d'en haut et a été relayée dans les provinces par les gouverneurs. Il s'agit le plus souvent de groupes de 4 statues sur des bases ou des colonnes, toujours offertes par le gouverneur. Le monument de Gerasa, dans la province d'Arabie, est le plus original. Il consiste en 4 édicules, comprenant chacun 16 colonnes de porphyre d'Égypte et abritant une statue de tétrarque, disposée sur une place ronde. Auparavant, les Vicenalia d'Antonin le Pieux, célébrés entre 156 et 158, avaient déjà connu un grand retentissement dans les provinces, en particulier en Afrique. Enfin, il faut mentionner l'arc de Constantin, inauguré en 315. Cet arc commémore en premier lieu la victoire de l'empereur sur Maxence, mais également ses décennales, fêtées le 25 juillet de cette même année. Conclusion. On mesure bien comment la construction d'arcs monumentaux sert de relais et d'écho, au niveau local, à des événements exceptionnels qui se déroulent à Rome, et combien elle contribue ainsi à la création d'une unité au sein de l'Empire, au-delà des différences régionales. De ce point de vue, l'époque envisagée présente une indéniable unité. Le règne de Trajan ouvre une période qui n'est pas un simple prolongement des réalisations menées au 1er siècle, mais pendant laquelle les expériences architecturales et urbanistiques menées à Rome comme dans les provinces accompagnent les nouveaux thèmes du discours impérial. L'apparition de l'expression arc triomphal sous Caracalla, 211 à 217, peut dès lors être envisagée comme la traduction du rôle joué par l'arc en tant que manifestation concrète de la victoire impériale, intemporelle et universelle. Le règne de Constantin apparaît comme le point d'aboutissement de cette évolution. Rome n'est plus que la capitale symbolique de l'Empire,
et le triomphe a disparu. Alors que Trajan s'identifiait à Jupiter, combattant les géants pour commémorer sa victoire sur les Daces, Constantin refuse d'accomplir le sacrifice à Jupiter Optimus Maximus. La renaissance de l'arc monumental à la fin du IVe siècle et au tout début du Ve siècle peut s'expliquer par la volonté des empereurs de manifester le retour proclamé et souhaité à l'âge d'or des Antonins. Cette volonté semble se manifester à Rome par la concentration des arcs érigés à cette période sur le champ de Mars, secteur profondément marqué par les constructions antonines, et à Constantinople par l'érection des colonnes dédiées à Théodose Ier et à Arcadius. Gouverner l'Empire romain de Trajan à 410 après Jésus-Christ, sous la direction de Sylvain d'Estéphane. Chapitre 3. Images impériales et modèles de gouvernement de Trajan à 410, par Gabriel Bruyne. Alors que Maxence, de 306 à 312, revendiquait l'autorité sur les provinces africaines en 307, il aurait envoyé des messagers à Carthage, chargés de faire circuler son portrait. Mais les soldats stationnés dans ces provinces s'y opposèrent par fidélité à la mémoire de Maximien. Zosim, Histoire nouvelle, Grand 2, 12-1 pour la source. Cet épisode illustre l'enjeu que constitue la diffusion de l'image impériale et la dimension symbolique de sa réception ou de son refus, parce qu'elle est révélatrice des rapports entre gouvernants et gouvernés, centre et périphérie. Pour comprendre le sens des images impériales, il faut renoncer à les qualifier de propagande, une notion trop galvaudée. Il convient également de ne pas confondre représentation du pouvoir et culte impérial. Ériger une statue de l'empereur régnant n'est pas un acte culturel. L'image impériale doit plutôt être appréhendée comme un instrument de communication. Le support de discours produit par le centre du pouvoir et les communautés provinciales, qui reflètent leur conception du bon gouvernement. Grand 1. Forme d'un discours impérial en images. Grand A. Monnaies, portraits et inscriptions. Les travaux de l'historien de l'art suisse Johann Bernoulli dans les années 1880-1890 ont permis de prendre conscience que les portraits monétaires et sculptés évoluaient de façon similaire au cours d'un règne et qu'ils dérivaient probablement du même modèle. De même, si les monnaies associent images et textes grâce aux légendes monétaires, les statues impériales étaient elles aussi accompagnées d'inscriptions reproduisant la titulature de l'empereur. Ces trois supports sont l'expression d'un même discours répétitif qui était omniprésent dans les cités de l'Empire et aboutissait à une forme d'ubiquité de la figure impériale, comme en témoigne une lettre de Fronton. Lettre, grand 4, 12, 6 pour la source, adressée à Marc Aurèle, 161 à 180 pour son règne. La mise en place du Principat s'est en effet accompagnée d'une diffusion exceptionnelle d'une culture épigraphique et statuaire, au point qu'il est possible de qualifier les inscriptions et les portraits impériaux de médias de masse. Toutefois, si cette culture honorifique connaît son apogée à l'époque des Antonins, de 96 à 192, et des Sévères, de 193 à 235, elle décline ensuite progressivement dans l'Antiquité tardive. Alors qu'on connaît environ 50 portraits impériaux d'Adrien, de 117 à 138, qui ne représentent certainement qu'une fraction de ce qui existait dans l'Antiquité, on peut en recenser à peu près autant pour l'ensemble des 4e et 5e siècles. D'autres supports, comme les pièces d'orfèvrerie, connaissent un certain succès à partir du IVe siècle, mais leur circulation est limitée aux cercles aristocratiques et aux relations diplomatiques. Grand B, les types de représentation de l'empereur. Il n'existait pas de représentation unitaire de l'empereur, contrairement aux titulaires qui combinent en une même image les composantes civiles et militaires du pouvoir impérial. Les représentations figurées se concentrent plutôt sur la qualité ou une fonction du prince, au moyen d'un répertoire relativement limité. Avec le type cuirassé, figure l'empereur avec une cuirasse anatomique et le manteau militaire, ou paluda mentum. Figure 5 dans le livre. Il exprime sa qualité d'imperator, exalte son charisme et son courage, sa virtus. Ensuite, le type entoge inscrit l'empereur dans la tradition du citoyen magistrat et incarne la composante civile de son pouvoir. Lorsque sa tête est couverte d'un pan de sa toge, capite velato, l'image insiste sur une autre vertu cardinale, la pietas, nécessaire au maintien de la paix des dieux, voir figure 4. Ensuite, nous avons le type nu héroïsant, évoque la proximité de l'empereur avec les dieux, son rôle d'intermédiaire entre ces derniers et les hommes. Ces types furent utilisés jusque dans l'Antiquité tardive. Il faut donc insister sur la grande stabilité du répertoire impérial, ce qui n'exclut toutefois pas certaines évolutions, en particulier le recours de plus en plus fréquent, à partir du IIe siècle, aux représentations en cuirasse, tandis que les dédicaces adoptent, elles aussi, une tonalité triomphale plus affirmée.
Grand C, conception et contrôle de la représentation impériale. Le prototype officiel des portraits est conçu à Rome au Haut Empire, d'où son nom d'Urbild attribué par l'historiographie allemande. Cette dernière a mis au point une méthode, la Kopienkritik, critique des copies, fondée sur le principe d'une fabrication mécanique et à l'identique des portraits impériaux. L'agencement des mèches de cheveux et de la barbe permet d'identifier des indices capillaires caractéristiques. Des moulages de l'Urbild sont envoyés dans les ateliers provinciaux qui diffusent ainsi une image contrôlée par le pouvoir. Le rôle centralisateur de Rome s'efface progressivement à partir de la seconde moitié du IIIe siècle, les empereurs ne résidant plus guère dans la capitale. Au-delà de la conception des portraits eux-mêmes, des sources écrites montrent le caractère normé de l'image du pouvoir. Ainsi, une lettre de Marc Aurèle aux Athéniens, à propos des statues que ces derniers souhaitaient lui consacrer, illustre le contrôle exercé par le prince et ses agents. L'empereur refuse que lui soient dédiées des effigies en or ou en argent, demande de les réaliser en bronze et ajoute que son procurateur fera connaître les autres précisions. Si l'initiative d'ériger des statues impériales relève de la cité, celle-ci doit respecter les formes codifiées par le pouvoir central. Grand II, honorer l'empereur et diffuser son image. Grand A, la manifestation du loyalisme des communautés. La diffusion de l'image impériale repose essentiellement sur les cités qui ne semblent pas avoir été contraintes d'installer une effigie de l'empereur régnant dans l'espace public. Les cités purent sans doute déterminer la manière la plus appropriée d'honorer l'empereur et sa famille. Les Trois Gaules, les régions les moins romanisées, ont élevé très peu de statues impériales, préférant d'autres formes d'honneur, comme des autels aux divinités dédiées pour le salut de l'empereur. La mention fréquente du décret des décurions et du financement public dans les dédicaces des statues impériales montre qu'il s'agit souvent d'un acte impliquant l'ensemble de la communauté, qui manifeste de manière consensuelle son adhésion au régime et à l'empereur. Les dédicaces de statues ne sont généralement pas motivées par des événements qui touchent l'empereur et sa famille, avènements, triomphes, jubilés, etc., comme c'est le cas pour la conception d'un nouveau type de portrait. Les gouverneurs des provinces jouent aussi un rôle pour susciter des hommages, en particulier lorsqu'ils effectuaient leur tournée. De manière moins formelle, la rivalité entre cités fut probablement un facteur non négligeable de propagation des effigies impériales qui manifestaient ainsi la dignitas et la romanitas des cités. Certaines d'entre elles les érigeaient avec un certain automatisme, comme le suggère la documentation épigraphique de la colonie de Chiusul, en Numidie. De sa fondation à la toute fin du 1er siècle jusqu'au début du 5e siècle, presque tous les empereurs furent honorés d'une statue dans l'espace public. Il est cependant difficile d'évaluer le degré de sincérité ou de spontanéité de ces dédicaces, car il ne faut pas négliger la mise en scène des dédicaces de statues impériales qui sont formulées à dessein pour avoir l'air spontané, afin qu'elles s'inscrivent dans les idéaux du consensus et de l'unanimité qui constituent les fondements du pouvoir impérial. Symbole du loyalisme des communautés, les statues peuvent également incarner la contestation du pouvoir impérial, comme le montre la destruction des effigies de Théodose Ier, 379 à 395, de son épouse, Aelia Flaccilla, et de leurs deux fils, Arcadius et Honorius, en 387 à Antioche, au cours d'une émeute contre la levée d'un nouvel impôt. Grand B, l'adaptation du langage du pouvoir central aux identités provinciales et locales. Les cités ont adopté le langage visuel du pouvoir central, avec ses types conformes au modèle traditionnel romain. Même si les sources littéraires signalent que certains empereurs, comme Adrien ou Julien, s'habillaient avec des vêtements grecs, il n'en existe aucun témoignage assuré. Les empereurs ne portent pas de costumes provinciaux. Une certaine latitude était néanmoins possible, qui permettait aux cités d'adapter leurs hommages et de les articuler ainsi avec leur identité civique ou provinciale. C'est surtout le contexte d'exposition des effigies impériales qui permettait d'en orienter le sens. Elles étaient incorporées dans le cadre civique auprès du panthéon civique et des élites locales sur le forum, dans le théâtre ou dans les temples. À Gortyn en Crète, des statues des tétrarques Maximien et Galère furent par exemple érigées dans le temple d'Apollon, Pythien, et ainsi associées à l'un des principaux cultes de la cité. L'empereur était conçu comme un membre de la communauté humaine et divine de chaque cité, avec pour mission de garantir sa liberté et sa prospérité. Les élites locales pouvaient également privilégier certaines orientations du discours impérial, auxquelles elles étaient plus réceptives. Ainsi, les cités d'Afrique du Nord ont été diversement réceptives au discours de légitimation de Septime Sévère, 193 à 211, qui s'est appuyé à la fois sur la mémoire de Pertinax,
193, divinisé, et sur la réhabilitation et la divinisation de Commode, 180 à 192. Si les cités de Numidie, région militarisée, ont plutôt privilégié la figure de Commode divinisé, qui bénéficiait d'une grande estime auprès des soldats, celles d'Afrique proconsulaire ont aussi honoré le divin Pertinax, qui avait été leur proconsul. Quant aux habitants de Lepsis Magna, ils ont préféré ériger des statues des ancêtres de Septime Sévère, sans doute pour mettre en valeur l'origine locale de l'empereur. L'utilisation de la méthode de la Copienne critique pour identifier de manière rigoureuse les portraits impériaux a permis de mieux prendre conscience d'un phénomène que Paul Zanker a appelé Zeitgesicht, le visage d'époque. Les élites municipales ont emprunté les traits des empereurs pour leurs propres portraits. Ce phénomène est particulièrement sensible pour les portraits des femmes, davantage idéalisés, qui adoptent les coiffures des différentes impératrices. Ainsi, les élites féminines de l'époque sévérine reprennent-elles la coiffure en cotte de melon, caractéristique de l'impératrice Julia Domna. Cette imitation des membres de la famille impériale aboutit à un phénomène d'uniformisation généralisée de la physionomie et témoigne de l'influence du pouvoir central sur la représentation des élites de l'Empire. Gancé, hommage statuaire et miroir des princes. D'après Ambroise, évêque de Milan de 374 à 397, on peut voir dans les cités les images des bons princes être préservées tandis que celles des tyrans sont détruites. Les statues honorifiques sont dans les cités de l'Empire des supports privilégiés de la mémoire. Elles définissent l'ensemble des personnages membres de la famille régnante, Domus Augusta, de l'administration impériale ou de l'élite locale, que la communauté considère comme des exemples dignes d'imitation et dont la mémoire mérite d'être entretenue. Les cités pouvaient juger l'action des empereurs défunts et retirer les images des mauvais princes en les abattant ou en les réemployant, sans qu'il soit besoin d'attendre un ordre d'effacement de leur représentation, l'abolitio memoriae, venu d'en haut. Ainsi, le peuple, des statues de chaque cité, forment un discours en images, sans cesse renouvelé, sur le modèle du bon gouvernement et du bon prince. Grand 3, de l'Optimus Princeps au Dominus chrétien. Grand A, portrait impérial et conception du pouvoir. Le portrait que définit Trajan à la toute fin du 1er siècle s'inspire du modèle augustéen et représente ainsi la rupture que cet empereur souhaite incarner par rapport aux dernières années du règne de Domitien, de 81 à 96. C'est une façon d'affirmer par l'image le rétablissement d'un mode de gouvernement plus équilibré entre les sénateurs et le prince. Bien que Trajan ait été honoré par le Sénat du titre d'Optimus Princeps, de meilleur empereur, son portrait ne constitue pas un modèle pour ses successeurs directs. Les portraits d'Adrien adoptent la barbe et une coiffe élégante, qui prend la forme d'un arrangement sophistiqué de boucles. Cette nouvelle mode déterminée par l'empereur évoque l'influence des philosophes et des rhéteurs grecs qui l'admiraient. Ses successeurs, d'Antonin le Pieux, de 138 à 161, à Commode, reprennent ce modèle iconographique et l'approfondissent avec des coiffures et des barbes aux boucles toujours plus extravagantes. Ces portraits incarnent un pouvoir sûr de lui, détaché des aléas politiques et militaires de l'Empire. En outre, comme les Julio-Claudiens, de 27 avant Jésus-Christ à 68 après Jésus-Christ, les Antonins adoptent tout type de portraits qui imitent leurs prédécesseurs afin de souligner la continuité d'une dynastie dont la transmission du pouvoir a pourtant reposé, par défaut, presque exclusivement sur l'adoption. Voir figure 4 dans le livre. La capacité des images à incarner une succession dynastique qui ne relevait pas de l'évidence explique aussi le choix de Septime Sévère de se faire représenter comme un Antonin, après avoir affirmé son lien généalogique fictif avec Marc Aurèle, présenté comme son père. Le livre place la figure 1 avec le portrait de Maximin de Thrace, image prise à Rome, au musée capitolin. Le règne de Caracalla, de 211 à 217, introduit un changement dans la représentation du pouvoir impérial, rompant avec le style antonin. Il adopte une chevelure courte, une physionomie réaliste et une expression qui évoque le chef militaire énergique. Mis à part quelques exceptions, les empereurs du IIIe siècle, confrontés à de multiples menaces, aussi bien extérieures qu'intérieures, ont repris ce modèle. Maximin de Thrace, de 235 à 238, présente ainsi un visage carré, des cheveux courts qui encadrent un crâne osseux, comme un bonnet étroit, un front sillonné de rides et une barbe très rase qui couvre les joues. Figure 1 dans le livre. Dans un contexte de trouble, il ne s'agissait plus d'apparaître clément et cultivé comme les Antonins, mais capable d'endurer la vie des camps militaires et de mener l'armée au combat pour défendre les frontières de l'Empire. Ces empereurs
n'ont pas un rôle militaire fondamentalement différent de leurs prédécesseurs, mais ils choisissent d'insister sur la représentation des qualités du chef de guerre. Progressivement, de portrait en portrait, les artistes se concentrent davantage sur quelques traits individuels caractéristiques, comme les rides au front dont l'expression est alors exagérée, alors que la forme du visage apparaît de plus en plus géométrique et abstraite. Le livre nous place une figure 2 avec une photographie du groupe des tétrarques de Venise. Les portraits impériaux de l'époque tétrarchique s'inscrivent encore dans la continuité de ceux du IIIe siècle, comme le montre celui d'Utique, en Afrique proconsulaire, conservé à Leyde, voire figure 5. Toutefois, un autre type de représentation, des groupes représentant le collège tétrarchique, est conçu au cours de cette période de restructuration du système politique. Le groupe conservé à Venise, dans l'angle sud-ouest de la basilique Saint-Marc, en figure 2, sculpté dans un matériau inhabituel, le porphyre, figure ainsi les tétrarques groupés deux par deux, de façon presque identique à l'exception de quelques détails, en particulier le port de la barbe qui indique la différence d'âge entre les deux Augustes et leur César. On retrouve les mêmes caractéristiques introduites par Caracalla, mais les visages sont davantage dépersonnalisés. L'individu s'efface au profit du collège, de sorte que se trouve mise en valeur l'unité du pouvoir et de l'empire. Le geste de l'accolade remplace celui, traditionnel, de la dextrarum iunctio, la poignée de main droite, pour signifier l'entente au sein du collège. Quant aux vêtements, caractérisés par des influences balkaniques et orientales, ils reflètent l'identité nouvelle des détenteurs du pouvoir depuis les années 260, issus pour la plupart des Balkans. Le livre nous place la figure 3, un portrait colossal de Constantin à Rome, au musée Capitolin. Le portrait de Constantin constitue un tournant avec une nouvelle conception du pouvoir impérial, entre tradition et affirmation monarchique. Le portrait colossal retrouvé au milieu du XVe siècle dans l'abside occidentale de la basilique de Maxence à Rome illustre parfaitement l'innovation constantinienne, en figure 3. Cette tête qui mesure 1,75 m de haut appartenait à une statue acrolithe de plus de 10 mètres. L'empereur était représenté assis, le manteau passant sur les cuisses, la main droite levée et tenant un sceptre, dans l'attitude souveraine de Jupiter. Le portrait est conçu comme un bloc géométrique, dont seul compte la face. Toute l'attention est concentrée sur le regard, dirigé loin vers l'avant. La coiffure est constituée d'une frange de petites mèches au-dessus du front, qui rappelle Trajan, l'Optimus Princeps. Inspiré également de l'iconographie du divin Auguste, ce portrait figure un homme jeune et beau, détaché des affaires du quotidien, un souverain sûr de lui-même, calme plutôt qu'énergétique, et qui appartient à un autre monde que celui des humains. Les successeurs de Constantin reprennent ce modèle qui contribue encore à gommer les traits individuels pour insister sur la représentation de la fonction impériale. Au IVe siècle, les empereurs sont fréquemment couronnés d'un diadème gémé, illustration d'un luxe et d'un apparat monarchique qui était critiqué au Haut Empire. Cette affirmation d'un pouvoir personnel dans les portraits doit être rapprochée de l'évolution des dédicaces impériales et des légendes monétaires, qui utilisent désormais le titre de Dominus, fréquent depuis Dioclétien, et recourent de plus en plus souvent depuis l'époque des Sévères à des formules superlatives pour décrire les qualités surhumaines de l'empereur. Il faut souligner enfin que le portrait impérial tardif n'a pas de composante spécifiquement chrétienne. Si l'iconographie des monnaies ou des pièces d'orfèvrerie peut intégrer quelques motifs chrétiens, en particulier l'étendard masqué du chrisme, le labarum, les portraits et les statues sont demeurés très traditionnels dans leur conception. Pour un empereur du IVe siècle, il était sans doute suffisant que son portrait évoque par mimétisme le modèle du prince chrétien que représentait Constantin. Gambé, l'évolution du discours dynastique. Lorsque le pouvoir impérial est capable de s'inscrire dans une continuité en se référant au passé, tout en préparant l'avenir, il témoigne de sa légitimité et de sa force, et ces éléments sont de nature à favoriser l'implantation de l'image impériale dans les espaces urbains des cités provinciales. La notion de continuité dynastique est un aspect fondamental de l'image du pouvoir impérial au IIe et IIIe siècle. À partir d'Antonin le Pieux, la figuration de l'héritier semble constituer une préoccupation essentielle du pouvoir impérial, car elle souligne sa stabilité, comme le montrent les reliefs du monument antonin d'Éphèse, qui date probablement du début du règne d'Antonin le Pieux. Un des reliefs conservés évoque son adoption par Adrien, le 25 février 138, et celle constitutive qu'il fit de Marc Aurèle et Lucius Verus, mettant ainsi un terme à l'incertitude dynastique de la fin du règne d'Adrien. Le livre suit avec une figure 4,
avec une photographie du relief dit de l'Adoption d'Éphèse, aujourd'hui à Vienne, au musée d'histoire de l'art. De gauche à droite, on y voit Marc Aurèle, Antonin le Pieux, le jeune Lucius Verus et Adrien. Ce type de discours dynastique perdure jusqu'au milieu du IIIe siècle. L'épigraphie témoigne d'honneurs statuaires décernés rapidement à de jeunes Césars, comme Maximus, Philippe le Jeune ou Volusien, fils de Maximin de Thrace, Philippe l'Arabe en 244-249 et Trébonien Gall de 251 à 253. La figure de l'Augusta demeure aussi incontournable dans les pratiques statuaires jusqu'à la mort de Gallien de 260 à 268 pour son règne. Deux Augustae de la crise du IIIe siècle, Sabinia Tranquillina et Salonine, épouse de Gordien III, de 238 à 244 pour son règne, et de Gallien, ont ainsi été largement honorées dans l'Empire. Pourtant, dès les années 230-240, les épouses d'empereurs apparaissent de manière beaucoup moins fréquente sur les monnaies, ce qui semble être un signe de l'effacement du discours dynastique dans la mise en image du pouvoir. Dès la seconde moitié du IIIe siècle, les femmes de la Domus Augusta ne sont pratiquement plus représentées dans les espaces urbains. Pourtant, les femmes sont restées tout au long de la période des vecteurs essentiels de la légitimité dynastique. Dioclétien et Maximin donnèrent chacun leur fille en mariage à leurs Césars respectifs. Constantin a affirmé descendre de Claude II, le Gothique, 268 à 270, par les femmes, et l'impératrice Justine a transmis la légitimité constantinienne à la dynastie valentinienne. En dépit de ces rôles dynastiques essentiels, les femmes de la Domus Augusta sont particulièrement exclues du discours statuaire. Le livre nous place ensuite la figure 5, photographie d'un portrait d'un tétrarque sur une statue cuirassée du IIe siècle, Utique, à Leyde, musée royal des antiquités. Les inscriptions témoignent de la permanence d'un discours dynastique au IVe siècle, même s'il est moins diffusé dans les espaces publics. Et il faut souligner d'importantes disparités selon les régions. Ainsi, si l'on peut recenser plus de 122 occurrences de l'expression Divi Constanti Filius, fils du divin Constance, dans les dédicaces adressées à Constantin en Occident, une seule d'entre elles provient d'Afrique du Nord, dont la documentation est pourtant très riche. Les cités africaines ont privilégié une autre orientation du discours officiel, qui associait l'empereur régnant avec la mémoire des bons empereurs du Haut-Empire. À Constantinople, en revanche, on peut identifier 9 groupes statuaires qui associent Constantin à sa mère, son épouse ou ses fils. Conclusion, les inscriptions, les statues et les portraits attestent l'uniformité de la représentation du pouvoir romain dans l'espace et le temps. Même si les diverses communautés de l'Empire étaient impliquées dans la diffusion de l'image impériale, qu'elles pouvaient l'articuler avec leur identité locale, la figure impériale constituait un repère pratiquement invariable dans l'ensemble de l'Empire, et donc facilement identifiable. En dépit des évolutions stylistiques des portraits, la stabilité des types statuaires utilisés par l'empereur affirmait la continuité du pouvoir depuis la fondation du principat. L'usage fréquent des remplois, spolia, à partir du IIIe siècle a accentué le caractère traditionnel de la représentation impériale, comme le montre cette statue d'Utique, associant à un corps d'époque antonine un portrait tétrarchique. Voir figure 5.